On va enchaîner. Marine a commencé à introduire notre prochain invité. Il s'agit de Marc-André Sellos. Applaudissements évidemment. Marc-André Sellos, il est enseignant, chercheur, vulgarisateur, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous me dites si j'oublie un truc. Membre de l'Académie d'agriculture de France, membre aussi de l'Institut universitaire de France. Donc vous êtes spécialiste du sol, vous concentrez vos recherches sur la microbiologie du sol et les interactions mycorhiziennes. Vous avez évidemment rédigé de nombreux articles scientifiques, des ouvrages aussi. Et vous êtes aussi connu en tant que vulgarisateur, notamment à travers différentes rubriques que vous avez pu avoir sur des radios et ainsi de suite. Vous avez écrit notamment une tribune dans Le Monde qui est sortie au mois de février et qui résonne avec le thème de la soirée. Le titre de la tribune, si je ne l'écorche pas, je vais le lire plutôt que de l'écorcher, évidemment. On ne pourra sauver l'environnement sans les agriculteurs, et réciproquement. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Marc-André Sellos. Alors, je ne voudrais pas être trop technique parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'incarner des idées, de passer des idées, disait Anatole, hein, c'est mon métier à moi de passer des idées, donc c'est pas aberrant du tout que je sois là. Et d'autre part, il y a aussi cet espoir que face à un certain désintérêt d'une partie de la jeunesse pour l'exercice politique, ça je le mesure moi dans les conversations aux pauses des cours, hein, il y a l'espoir qu'un discours qui est plus celui de cette génération et qui va au-devant des inquiétudes ou d'ailleurs des expertises, parce que vous avez entendu que dans ce qu'on nous a décrit, il y a aussi de l'expertise, hein, de la jeunesse, soit de nature à les ramener vers les urnes et à réapproprier finalement l'avenir par ceux qui le vivront. Parce que l'avenir, moi, le mien est derrière moi. Alors, cette chose qui est derrière moi m'a permis d'observer justement, c'est la biodiversité. Et je voudrais vous en parler en essayant de vous convaincre qu'en réalité, ce n'est pas que le boulet qu'on nous présente parfois, ce n'est pas que quelque chose qui coupe les autoroutes, pas toujours d'ailleurs, hein, ou qui les détourne. Je pense à un pic-prune par exemple, qui est devenu célèbre pour avoir détourné une autoroute, sans même l'avoir touché d'ailleurs. La biodiversité, c'est un outil, mais avant, il faut comprendre ce que c'est. En fait, il y a beaucoup de malentendus quant au monde où nous vivons. Car, et mon premier point, ce sera d'essayer de vous représenter la biodiversité et juste avec les mains, parce que nous vivons avec une vision du monde qui est largement héritée d'images collectives, héritée d'un lointain passé. Il y a quelque part le paradis perdu, il y a quelque part l'échelle des êtres aristotéliciennes remaniée par la scolastique moyenâgeuse et l'époque des Lumières. Et finalement, notre vision du monde, ce n'est pas du tout le monde que l'on voit. Vous et moi, nous habitons en moyenne à 16 km de l'endroit de nature le plus proche. Et c'est une distance qui, à l'échelle globale, a augmenté de 640 mètres ces 20 dernières années. Donc, notre vision de la nature n'est pas une vision, ce sont des idées reçues. Et dans ces idées reçues, il n'y a pas, malheureusement, assez d'outils pour voir à quel point c'est utile. Je ne dis même pas que c'est beau. Alors, en fait, la biodiversité, si vous tapez sur Internet biodiversité et que vous cherchez des photos, vous allez voir des flopées de plantes et d'animaux. Inutile de vous dire que ce n'est pas ça la biodiversité. La biodiversité, on vit dans un monde de microbes. On va revenir sur le sol, puisque c'est le cahier des charges qui m'est fixé, mais tenez dans votre paume un gramme de terre, vous avez déjà un bon million de cellules de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces, et un bon millier d'espèces de champignons. Parce que, en fait, à leur échelle, ça, c'est Paris et la Grande Couronne, pour vous et moi, à peupler, et qu'effectivement, il y a énormément d'espèces à cette échelle-là aussi. D'ailleurs, et on en reparlera, vous-même n'êtes pas venu si seul que ça. Même si vous avez pris le métro tout seul, en fait, vous êtes accompagné de kyrielles de microbes. Vous avez 10 000 milliards de cellules dans votre corps, vous avez autant de cellules de bactéries. Vous avez 10 000 milliards de cellules humaines. Eh bien, vous avez 10 000 milliards de bactéries et de levures dans votre tube digestif, sur votre peau, dans le creux des oreilles, au fond du vagin, ou partout où ça peut se loger. Et ça, c'est une compagnie dont vous verrez qu'elle est importante. Mais vous voyez que celui qui vous parle est déjà biodiversité.
car si on le voit à l'échelle microbienne, il est un écosystème. Et donc, au passage, on comprend, on a décidé de comprendre ce qu'est qu'un écosystème, puisque nous sommes des écosystèmes. On reviendra fonctionnellement pour dire à quel point, mais quand vous parlez de biodiversité, vous ne devez pas oublier que vous ne voyez que la surface des choses, parce que vous êtes trop grand pour voir le monde vivant. La biodiversité, elle est microbienne. Bon. Le deuxième point, c'est qu'en fait, la biodiversité ne s'arrête pas au catalogue d'espèces. Et on ne pourrait pas sauver les espèces en mettant un couple dans un bateau ou dans un vaisseau spatial qu'on enverrait, on ne sait pas trop où d'ailleurs. En réalité, si vous regardez votre voisin, il est très différent de vous, et ce n'est pas simplement parce qu'il n'a pas choisi la même paire de lunettes ou qu'il ne coupe pas ses cheveux de la même façon, c'est parce qu'il est génétiquement différent. Et en réalité, les individus dans une population de bactéries, de champignons, de plantes aussi, ou d'animaux bien sûr, sont un peu différents chacun. Ils ont des formes différentes des mêmes gènes. Bah, ça fait toujours des yeux, mais ça ne fait pas les mêmes yeux. Ça fait toujours des cheveux, mais ça ne fait pas toujours les mêmes cheveux. Et puis, bon, même si beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore, ça fait des cheveux qui ne tiennent pas aussi longtemps dans la vie. Ça dépend... voilà, on a plus ou moins de chance avec sa capillarité. Alors, mais je ne dis pas ça pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu de chance. L'histoire, c'est qu'on est génétiquement différents, et ça, c'est de la biodiversité aussi. Quand on vous dit que en 30 ans, 80% des insectes ont disparu en Europe, certains sites vous disent c'est n'importe quoi, c'est pas vrai qu'il y ait des espèces qui aient disparu en Europe. Alors, c'est pratiquement pas vrai. Ce 80%, c'est le 80% des individus. Et si vous le calculez en nombre d'espèces, il ne s'est pratiquement rien passé. Mais quand vous avez moins d'individus, vous avez moins de diversité génétique. Et c'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui. Le cœur de la disparition de la diversité qu'on a aujourd'hui autour de nous, c'est une diversité génétique qui est en train de disparaître. Et elle est importante, la diversité génétique. Parce que si jamais les conditions de vie changent, imaginons par exemple un réchauffement climatique. Eh bien, à ce moment-là, seuls certains individus seront adaptés. Mais ils le seront par hasard, parce que rien ne les a sélectionnés pour ça. Ça ne s'est jamais produit. Le climat est en train de changer. Et plus vous avez de diversité, plus vous avez de chances qu'il y ait de l'adaptation. La diversité génétique, c'est la résilience de l'espèce. Une espèce dont les effectifs s'effondrent est une espèce qui risque de disparaître. Non seulement parce que les effectifs baissent et que la fin de la baisse des effectifs, c'est 0, mais aussi parce qu'elle est moins capable de s'adapter. Or, le monde ne cesse de changer, quand bien même le climat ne changerait pas. Les parasites de toutes les espèces, les virus par exemple, n'est-ce pas, évoluent et posent des problèmes qui nécessitent qu'au moins certains individus y soient adaptés. Donc, ce problème-là d'érosion de la diversité génétique, c'est un problème vraiment d'érosion de la biodiversité, et ça nous rappelle que donc, la biodiversité, elle est aussi génétique. Je ne serai pas long là-dessus, mais il y a une autre échelle de la biodiversité que vous connaissez sans forcément l'appeler biodiversité, c'est l'échelle des assemblages d'organismes. En fait, si vous ne voyez pas très bien ce que je veux dire, vous savez très bien que les paysages de France sont variés. Les paysages d'Europe sont variés. Parce qu'à un endroit, bon, bien sûr, il y a le relief, il y a le climat qui n'est pas le même, mais les espèces qui sont là ne sont pas les mêmes, ça donne des morphologies différentes, des couleurs de fleurs différentes. En fait, une autre diversité, c'est la diversité des assemblages d'espèces qui forment les écosystèmes. Les écosystèmes sont différents les uns des autres et représentent également une forme de biodiversité. En sorte qu'il ne faut pas réduire la biodiversité à la liste des espèces, mais bel et bien la voir comme sous l'espèce faite de la diversité que recouvre l'ensemble des populations des individus de l'espèce, et au-dessus de l'espèce, la diversité des assemblages qui constituent les écosystèmes. Bon, on l'a, mais on ne l'a toujours pas. Parce qu'à vrai dire, tout ça, on s'en fout. C'est pas vraiment très important. En fait, ce qui est important, c'est de vivre et de vivre dignement, de manger, de s'habiller. Et en réalité, ce que permet cette biodiversité, c'est le monde où nous vivons. Il faut bien comprendre que le globe terrestre est complètement reconstruit par la vie. S'il n'y avait pas des êtres vivants qui faisaient des gaz à effet de serre comme le méthane ou le CO2, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Inutile de dire que ce ne serait pas vraiment une Terre vivable pour nous. C'est comme une Terre trop chaude. Une Terre trop froide, ce n'est pas vivable. Sans la vie, il n'y aurait pas d'oxygène sur Terre. Vous le négligez peut-être, mais dans les gaz qui s'échappent des météorites dont l'accrétion a formé le globe terrestre, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène, c'est un produit de la photosynthèse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, nos ancêtres sont apparus après les premiers organismes capables de faire la photosynthèse, mais pour nous, l'oxygène est absolument vital, mais c'est une construction de la vie sur Terre. Alors, on ne risque pas de manquer
de gaz à effet de serre, on ne risque pas de manquer d'oxygène. Ok. Mais il y a aussi toutes les autres fonctions. Et là, je reviens sur mon gramme de terre. Il est tout petit, hein. Imaginez-le dans votre main. Il pèse à peine. Dans ce gramme de terre, il y a tous ces organismes qui font que quand un déchet tombe à terre, il disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, alors, il ne disparaît pas s'il tombe sur du macadam ou sur une allée gravillonnée. Là, il va falloir souffler, ratisser. Mais la plupart du temps, quand il tombe sur le sol, il disparaît. Il est bouloté par les microbes, aussi des animaux, qui sont dans le sol et qui s'en nourrissent. Donc ça disparaît, mais ce n'est pas tout. Ces animaux, comme vous et moi, vont, en vivant, ils vont grossir, grandir de cette matière, mais ils vont aussi rejeter des déchets. Ils vont rejeter de l'azote, du phosphate. Exactement comme vous quand vous urinez. Et ça fait la fertilité du sol. Ça fait que ce qui est tombé dans ces déchets va petit à petit devenir ce que peuvent consommer les plantes. Mais ce n'est pas tout. Dans ce gramme, il y a aussi des petits morceaux de cailloux qui sont attaqués par d'autres microbes, qui eux vont compléter leur alimentation en fer, en calcium, en magnésium, en manganèse, en tout ce qu'on veut, en attaquant les roches, qui se retrouvent se diluer plus vite dans le sol, plus vite que si seule l'eau de pluie en passant les dissolvait, et créer aussi la fertilité. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique. Vous savez, celui dont vous respirez beaucoup quand vous allez prélever de l'oxygène, qui fait 80% de votre atmosphère, mais vous, cet azote, vous êtes infoutu de l'utiliser. Vous êtes obligé de manger les protéines. Bon, et il y a des bactéries dans le sol qui se nourrissent de cet azote gazeux. Elles sont capables d'en faire leurs protéines. Et quand elles meurent, et qu'elles se décomposent, eh bien, ça redonne de l'ammoniac, du nitrate. Enfin, ça ne redonne pas de l'azote gazeux, ça donne de l'azote sous forme fertile. Vous voyez que là encore, les gaz qui rentrent dans le sol sont transformés en fertilité par la vie du sol. On peut continuer longtemps comme ça. Tous ces organismes, les bactéries qui se développent, les racines ou les filaments de champignons qui meurent et qui laissent un trou, les vers de terre ça fait des trous, justement. Et ces trous, c'est ce qui permet à cette air de rentrer, mais aussi à l'eau de rentrer. Et ça fait des sols, des éponges qui empêchent que les rivières ne débordent quand il pleut, mais qui permettent aussi que ces rivières soient continuellement alimentées lorsqu'il se ressuient lentement entre deux pluies. Ça construit les rivières. Et d'ailleurs, comme l'eau qui arrive à la rivière entraîne un peu de cette fameuse fertilité, ça fait des rivières où il y a des algues qui se développent et des poissons. Oui, ça fait des poissons, les sols. Même sur le littoral d'ailleurs, où finissent par arriver les eaux. D'ailleurs, quand on charge trop en engrais les sols, ça passe dans l'eau et sur le littoral, ça fait beaucoup plus d'algues et ça, c'est pas génial. Mais un petit peu quand même, ça permet qu'il y ait de la vie en mer. Oui, les poissons sont enfants des sols, enfants de mon gramme de sol qui est au creux de ma main. Il y a dans ces sols aussi des bactéries et des champignons et des animaux qui respirent et le sol fait partie de ce qui produit des gaz à effet de serre. Même s'il est un peu humide, il y a du méthane qui sort, parce que dans ces cas-là, certaines bactéries se développent qui font du méthane. Il fait la température. Et attention, ce n'est pas juste un fauteur de troubles en faisant chauffer le globe. Comme la matière organique morte qui tombe dans le sol n'est respirée que lentement, elle n'est pas tout de suite respirée. Et c'est pour ça que le sol est noirâtre. Il stocke du carbone. Donc en fait, il est à la fois producteur d'effets de serre, mais il est aussi capable de stocker du carbone, autant de carbone qui reste dans la matière organique du sol et qui n'est pas respiré, qui ne fait pas de CO2 dans l'air. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que selon la façon dont vous allez accélérer le relâchement, le relargage de gaz à effet de serre, ou bien accélérer la capacité de stockage, le sol peut être votre outil pour réguler le climat. Je vous renvoie à l'initiative du 4 pour 1000, qui était portée par un des rares ministres de l'Agriculture que nous ayons eu, qui soit vraiment Stéphane Le Foll, qui était vraiment un expert et qui me laisse penser que lâcher quelques experts dans la sphère politique, quelques experts de l'agriculture dans la sphère politique, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Tiens. Voilà. Au moins c'est dit. Bon, il se passe des choses énormes qui, en fait, font la fertilité des rivières, la fertilité des océans, ce que vous mangez, et le climat, et le cycle de l'eau. Ah, j'ai dit l'eau, mais j'aurais dû dire la qualité, parce que vous savez que quand l'eau ressort du sol, elle a été filtrée. Sauf si le sol est plein de saleté, auquel cas elle les emmène. Et c'est vrai qu'en ce moment, les abus de pesticides conduisent à des eaux qui, à l'échelle d'un territoire, sont sans doute pratiquement toutes contaminées par des pesticides ou des dérivés de pesticides. Néanmoins, il faut savoir que dans le sol, c'est là que les pesticides passent le plus mauvais quart d'heure de leur existence, puisqu'on compte que pratiquement 82% des pesticides sont détruits par les microbes du sol. Et après, quand ils partent dans l'eau, alors là commencent les ennuis, parce que là, ils sont dilués, ils ont moins de chances de croiser les microbes, et ils restent beaucoup plus longtemps. Par contre, dans le sol, il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup de vie,
et ils ont beaucoup de chance de rencontrer ce qui les détruit. Le sol nous en nettoie déjà une partie. Bon, mais maintenant, il y en a tellement qui arrivent qu'il en repart dans l'eau aussi. Écartons un instant ces couches de biodiversité qui sont aussi microbiennes, qui sont aussi génétiques, qui sont aussi faites des écosystèmes et des assemblages d'espèces, et qui sont aussi fonctionnelles, la diversité des actions des organismes sur l'environnement qui créent l'environnement, car tout notre environnement est construit par la vie. Ça, on l'oublie, hein. La Terre où vous vivez. Alors, vous savez, dans les romans de science-fiction, les hommes débarquent sur une planète où il pleut des pluies acides, et ils la terraforment. Hein, ils la transforment en terre. Mais réalisez une chose, c'est que la terraformation, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qui s'est passé ici, sur Terre. Et ça, on l'oublie. Ce qui fait qu'on a tendance à taper sur le vent sans craindre qu'à un moment, à force de retirer des espèces, comme dans un jeu de Jenga où on retire des morceaux de bois, à un moment, il y a une fonction vitale qui disparaît et une partie de l'édifice collapse. Dieu merci, beaucoup d'espèces contribuent à chaque fonction. Donc on peut en retirer. Et j'en arrive justement à ce processus actuel où on retire des espèces. Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi. On compte qu'un tiers des espèces qui disparaissent, c'est la conversion des milieux. Vous coupez une forêt amazonienne, il n'y a plus d'arbres. Vous détruisez des écosystèmes récifaux, il n'y a plus la vie du récif. 25% des disparitions d'espèces, là je parle vraiment des disparitions d'espèces alors, à la basique, hein, les espèces qui disparaissent. 25% d'entre elles sont liées à la surpêche, ou à la surchasse, ou à la surconsommation. Ça, c'est vieux, hein, parce que les rhinocéros laineux et les mammouths, hein, ils ont disparu en Europe, pas parce que la glaciation avait fini. Il y en avait déjà plusieurs qui avaient été terminés. Il y a eu plusieurs épisodes chauds avant où ils se contentaient d'être moins poilus, puis c'est tout. Peut-être qu'ils avaient chaud quand même, mais alors, ils allaient plus au nord. Et puis quand la glaciation suivante advenait, ils étaient plus poilus et plus au sud. On les a mangés. Hein. On les a mangés. Enfin, pas moi, ni vous. Mais collectivement, ça commence là, la surexploitation. Hein. La disparition de tous les gros animaux d'Europe. Et d'ailleurs, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est la disparition de tous les gros animaux de la mer. Bon. Donc 25% pour ça. Ensuite, on a deux causes qui sont toutes les deux à 14%. La première, c'est tous les pesticides et les produits qu'on ajoute dans notre environnement auxquels finalement certaines espèces ne sont pas adaptées. Et d'ailleurs, quand vous voyez les cancers bizarres que développent les agriculteurs du genre par rapport à la population standard, alors qu'ils ont moins de cancers que la population standard, en gros 20% de moins que la population standard, parce qu'ils vivent beaucoup plus sainement, les agriculteurs, ils ont 50% de lymphome en plus que la population moyenne, 20% de myélome en plus que la population moyenne. À 55 ans, il y a 13% de Parkinson en plus. Bizarre, hein, pour des gens qui vivent dans des conditions saines. C'est juste qu'on n'est pas en fait adapté à ces molécules. Donc nous-mêmes, on se pose un peu des problèmes à ça. Les pollutions chimiques sont responsables, pensons, de 14% des disparitions. 14 autres pourcents disparaissent à cause du changement climatique. Et 11%, et ça fait le total, disparaissent à cause des espèces introduites qui prolifèrent et qui remplacent les espèces indigènes. Alors en fait, c'est des estimations à la louche parce qu'une espèce meurt souvent de plusieurs causes. Mais quand on reventile les causes, on arrive à ces pourcentages. Mais souvent, une espèce a 2 ou 3 bonnes raisons de tirer sa révérence. Révérence que les espèces tirent aujourd'hui à hauteur de peu de choses parce qu'on a perdu en gros 7% des espèces de mollusques, 5% des espèces de vertébrés, 5% des espèces d'oiseaux. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais petit 1. Pour les espèces végétales, c'est 500 fois plus qu'avant que l'homme intervienne. Pour les espèces animales, c'est entre 5000 et 10 000 fois plus qu'avant que l'homme intervienne. Donc, on sent qu'il y a une accélération. Et d'ailleurs, par le passé, dans la biosphère, il y a eu des extinctions, pour des causes diverses, que je raconte dans un livre que je viens de publier, qui s'appelle « Nature et préjugés ». Mais bon, l'objet est surtout d'évacuer la discussion, de parler de ça. Je vous les cite juste, ces extinctions passées, pour vous dire qu'on estime qu'aujourd'hui, la vitesse de disparition, le point particulier, c'est pas qu'il y ait des disparitions, c'est que c'est beaucoup plus rapide. C'est 100 000 fois plus rapide. Mais après, des extinctions, il y en a eu. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité, en fait. Il y a eu des extinctions. Il y a eu des extinctions. 95% des espèces terrestres ont disparu. À la fin du Permien, c'est un holocauste. Tant qu'il en reste, ça repart. Il y a de nouvelles espèces qui réapparaissent, ça met 10, 20, 30 millions d'années, ça revient. Donc il n'y a pas de crise de la biodiversité.
C'est faux, c'est pire. En fait, on perd les espèces qu'on utilise, ou qui font le monde où on peut vivre. Donc la crise, c'est une crise de l'humanité, et pire, pour ceux qui sont parents, c'est une crise de l'humanité de demain. Parce que ces petits pourcentages-là ne sont rien au regard de ce qui va advenir. Comme le dit le président, l'ancien président du Muséum, qui a écrit un très beau livre sur l'extinction biologique à l'aube de la 6e extinction, c'est pas la 6e, mais c'est bien l'aube. Le pire est à venir. On pense par exemple que 40% des espèces de vertébrés vont disparaître d'ici 40 ans. Donc ça s'accélère. En plus d'être déjà très rapide, ça s'accélère et le pire est à venir. Parce que tant qu'il reste quelques bribes d'une espèce, quelques individus, bon, la résilience a baissé, mais on peut toujours espérer que l'espèce puisse se redévelopper. Quand une espèce a disparu, n'en déplaise aux technologistes, elle a disparu. Et on ne la refera jamais l'identique parce que refaire une espèce, c'est faire la diversité de ces individus, c'est pas juste refaire un mammouth. Ça ne fait pas une espèce. Ce qu'il nous faut, c'est 100 à 10 000 mammouths. Et là, vous avez l'espèce. Sinon, avec un brin de consanguinité, vous allez voir votre mammouth, 2 générations plus tard, ses descendants ne seront pas beaux à voir. Non, mais c'est ça le vrai problème. C'est qu'on pense qu'on peut recréer les espèces, mais c'est bien sûr impossible, si vous avez compris le principe de la diversité génétique qui permet aux espèces de s'adapter. Le but de la diversité génétique, d'ailleurs, c'est qu'il y ait des mâles et des femelles. Et donc, ce n'est pas un mammouth qu'il faut faire, déjà, c'est 2. Alors, en fait, on a parlé de 2 diversités microbiennes et j'aimerais vous montrer qu'elles aussi, elles sont en péril. Je vais d'abord vous parler de votre microbiote, c'est-à-dire ces microbes qui vous habitent. Eh bien, en fait, d'abord, vous les soumettez à des molécules auxquelles certains ne sont pas adaptés. Alors, ces molécules, d'ailleurs, nous font penser que là, il y a des leçons en fait, alimentaires à tirer, de santé et vraiment d'hygiène intime. C'est quoi? C'est les conservateurs, les antioxydants, les antimicrobiens ou antibactériens et les émulsifiants qu'on va trouver dans beaucoup d'aliments transformés et aussi dans beaucoup de produits de beauté ou d'entretien qui sont liquides, parce que dès que c'est liquide, l'oxydation se fait plus vite, donc il faut un antioxydant. Dès que c'est liquide, il peut y avoir des microbes qui se développent, donc ils font des bactériostatiques et des choses comme ça. Donc, regardez bien vos produits ménagers, regardez bien vos crèmes de beauté, regardez vos aliments. En fait, ils sont plein de choses qui sont toxiques pour les bactéries de votre peau ou les bactéries de votre tube digestif. On incrimine souvent les antibiotiques. Non, on ne passe pas notre temps à manger des antibiotiques. C'est pas ça qui abîme notre microbiote. Et puis, il y a aussi que nous ne mangeons plus assez de fibres et que nous l'avons trop. Alors, pas manger assez de fibres, c'est tous ces composés des végétaux qui nourrissent le microbiote de notre tube digestif. On dit qu'il faut manger une 20aine d'espèces par semaine de plantes, céréales comprises. On en est souvent loin, et 5 fruits ou légumes, 5 portions de fruits ou légumes par jour. Et on en est loin, et ça nourrit pas nos microbes. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, quant aux microbes de la peau, on fait une douche savonnée par jour. C'est vraiment pas ce pourquoi nous et nos microbes, on a été sélectionnés. Il faut apprendre à ne pas utiliser le savon, voire même pas doucher certains jours, parce que c'est un autre problème, l'eau. Un gant, avec ou sans savon, ça peut aider 1 jour sur 2. Et une fois de plus, ne me dites pas que ça sent mauvais, parce que ça, vous ne le saurez qu'au bout de 4-5 semaines où vous aurez changé de régime de nettoyage. Parce que quand vous nettoyez, votre peau essaie de se protéger en sécrétant des tas de choses qui fermentent tout de suite, évidemment, et qui sentent mauvais très vite. En fait, cette frénésie de lavage vous conduit à puer tout simplement plus rapidement. Vous voyez que, en réalité, alors je ne vous ai pas dit le pire, c'est qu'en fait, on se rend compte que les grandes maladies de la modernité, l'obésité, le diabète, les maladies donc du métabolisme, les maladies du système immunitaire, asthme, allergie ou encore les maladies de Crohn ou la sclérose en plaques où le système immunitaire attaque l'organisme, et encore aussi toutes les maladies du système nerveux dans le grand âge, Parkinson, Alzheimer, mais aussi dans le jeune âge ou dès le jeune âge, les troubles autistiques, ce sont des maladies multicausales, mais l'une des causes, et c'est bien démontré, je vais vous dire comment, c'est l'érosion de diversité de nos microbes. Les gens qui souffrent de ces maladies ont souvent moins de diversité microbienne. Il y a autant de cellules de microbes, mais de moins d'espèces dans leur tube digestif ou sur leur peau, ou pour les asthmatiques dans leurs poumons. Parce qu'il y a aussi des bactéries dans les poumons. Bon. Ils en ont moins de diversité. Et quand on transplante la diversité d'individus qui ne présentent pas de symptômes sur des individus malades, ça a été fait pour toutes les maladies que j'ai citées. Mais bien sûr en contexte hospitalier et en contexte expérimental, quand on leur transfère le microbiote, la diversité microbienne d'un individu sain, après avoir tué tous leurs microbes à l'aide d'un bon antibiotique qui nettoie bien tout,
eh bien, on voit leur syndrome régresser. Alors, pas complètement, parce qu'il y a d'autres choses, génétiques, environnementales, dans leur histoire de vie. Mais aujourd'hui, on sait qu'en réalité, les grandes maladies de la modernité qui vont affecter un Européen sur 4 demain et nous coûter cher, l'obésité, le diabète, ça coûte cher. Ça coûte cher humainement, en qualité de vie perdue, mais ça coûte aussi cher en euros. Eh bien, ces maladies qui frappent un Européen sur 4 en 2000, qui frapperont un Européen sur 4 en 2025, en fait, c'est un des endroits où l'érosion de la biodiversité nous affecte le plus directement. Les microbes remplissent plein de fonctions dans notre façon de digérer, dans notre métabolisme, dans le fonctionnement de notre système nerveux, dans le fonctionnement de notre système immunitaire. Et comme dans mon jeu de Jenga tout à l'heure, à force d'en retirer, on finit par ne plus remplir bien les fonctions, la diversité fonctionnelle qui fait que cet écosystème intérieur nous permet d'être en bonne santé. En réalité, l'écologie est porteuse de lois intimes et la préservation de la biodiversité, c'est, vous le voyez très bien là, mais vous le sentez aussi dans les écosystèmes à travers le problème des pesticides, par exemple, c'est aussi le respect de l'homme. C'est avant tout le respect de l'homme et du fonctionnement du monde. Alors, un peu de sol ? Le sol, on le laboure en Europe. Et le labour déchire absolument tous les organismes du sol. Pour les animaux, les expose à leurs prédateurs. Il déchire tant et bien les organismes du sol que d'ailleurs, il désherbe. C'est une de ses fonctions. Il tue les herbes, parce qu'il déchire leurs racines. Et donc les herbes sont mortes, et c'est un très bon herbicide, le labour. Il n'y a pas que le labour qui est problématique. Ces pesticides qui arrivent dans le sol, ils ont beau être largement dégradés par le sol, ils s'en accumulent dans le sol, et ils ont une toxicité. Notamment, on peut penser à la toxicité du glyphosate pour les vers de terre. C'est un peu inattendu, parce que le glyphosate est un herbicide, c'est un peu inattendu qu'il soit mauvais pour les vers de terre. Sauf qu'on peut se dire que quand on rajoute une nouvelle molécule dans l'environnement d'une espèce, il se peut par hasard qu'elle y soit sensible. Elle n'a jamais été sélectionnée pour vivre avec. Et donc, on peut se dire que, bon, il y a 1% des espèces qui vont être sensibles à une nouvelle molécule qu'on introduit dans l'écosystème. Si mon écosystème, il a dans ça, chaque gramme, 5000 espèces, 1%, ça fait déjà 50 espèces qui jartent. J'espère que j'ai bien fait le calcul. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inattendu parce qu'en fait, on impose des nouvelles contraintes et il y a des espèces qui les subissent mal et donc les pesticides détruisent la vie du sol et donc font que le sol fonctionne moins bien et qu'on va être obligé soi-même d'y pallier en amenant plus d'engrais parce qu'il se fait moins de fertilité, en continuant à labourer pour refaire des trous parce que comme il y a moins de vie, il se fait moins de trous. Vous y êtes, c'est des gestes addictifs. Alors c'est des bonnes idées effectivement à court terme, mais à long terme, l'autre grand problème d'ailleurs du labour, c'est qu'il provoque une érosion des sols accrue et que les sols sont en train de fondre devant vous. Ce labour, il fait aussi d'autres misères au sol qui montrent que le labour n'est pas que mauvais pour les organismes du sol, il y en a qui trouvent ça très chouette. C'est les bactéries. Les bactéries sont beaucoup trop petites pour subir les affres du labour et vous aérez le sol. Vous leur donnez un bol d'air. Et là, elles se mettent à respirer comme des dingues, à vivre mieux, parce qu'en fait, elles sont dans le sol. Il y a beau avoir des trous, on ne respire pas si vite. Mais là, elles se mettent à respirer comme des folles. Elles mangent, elles boulottent la matière organique des sols à toute vitesse. Et en fait, la matière organique des sols est beaucoup plus vite détruite. Ça produit du CO2. On compte que l'humanité a produit par le labour l'équivalent de la moitié, en 8000 ans, de la moitié de ce qu'il a produit de CO2 en 200 ans en utilisant des combustibles fossiles. C'est ça le ratio. Le labour, depuis qu'il existe, a produit le tiers du CO2 atmosphérique, sauf que sur ces 8000 ans, il a empêché un refroidissement climatique. Tant mieux, ça ne s'est pas vu. Mais aujourd'hui, par contre, c'est quand même problématique de continuer à labourer. Et comme cette matière organique disparaît, ces deux grandes fonctions disparaissent. 1. Rétention de l'eau. Elle retient l'eau, elle fait que les sols retiennent mieux l'eau, et ça, avec des étés secs, on aime bien. Et 2. Elle retient les morceaux de sol et elle est un des facteurs qui, normalement, devrait contribuer à empêcher l'érosion. Ah oui, mais elle n'est plus là. Et on parlait avec certains d'entre vous des Hauts-de-France, où aujourd'hui, quand il pleut, il y a des coulées de boue qui s'opèrent parce que le sol n'a plus de stabilité structurale. Donc, vous voyez que finalement, même là où ça aide certains microbes, en fait, vous changez le point de fonctionnement de l'écosystème et le fait que certaines bactéries se plaisent là et respirent mieux, comme d'ailleurs certaines bactéries dans votre tube digestif, quand on a enlevé des espèces, si on a le même nombre de cellules, c'est qu'il y a d'autres espèces qui se plaisent mieux. Oui, mais ça ne fait pas vraiment le même boulot, et en particulier, le labour, en aidant les bactéries, il n'aide pas l'avenir du sol. Bon,
ça me rappelle un tableau de Bruegel l'Ancien. On a parlé d'Icare tout à l'heure, et je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Bruegel l'Ancien qui est donc la chute d'Icare. Il faut bien chercher sur le tableau où est Icare, parce qu'en fait, il est en train de tomber comme une merde dans l'eau au loin, parce qu'il croyait un peu trop à la technologie. Il est au loin, mais le peintre nous montre que, quoi qu'il en ait pensé, il est insignifiant en fait. Et donc sa chute se fait voilà, dans le fond d'un décor. Et au premier plan, ce que l'on voit, c'est un champ labouré. Quelqu'un est en train de labourer le champ. Et moi j'aime bien ça parce que je pense que le labour et l'agriculture que l'on mène, c'est la chute d'Icare. Entendons-nous, hein. On ne peut pas reprocher aux gens qui ont fait ça de l'avoir fait parce qu'au moment où ils l'ont fait, ça paraissait une bonne idée. Et d'ailleurs, ça a nourri l'humanité assez longtemps. Mais maintenant, on comprend que ce n'est pas parfait et qu'on perd des atouts. Et maintenant, ça devient critique de ne plus continuer à le faire. Alors, on va aborder ce problème de transition, évidemment. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en creux, on a ici, on voit apparaître le fait que cette biodiversité, elle a des rôles et qu'on peut vouloir utiliser ces rôles. Et j'en arrive à cette partie où je vais vous parler de la biodiversité comme outil. Oui, parce que, donc après vous avoir raconté et ce qu'elle est, la définition que je vous ai proposée, puis raconter comment elle est en train de tirer sa révérence, quoique ce ne soit pas encore très prononcé, et que donc tous les espoirs soient de ce côté encore permis de la redresser sans trop avoir perdu de ses membres, je voudrais maintenant insister sur le côté outil. Comment protéger la biodiversité? Alors, souvent, on pense à la protection. Et c'est pas bête. C'est clair que dès qu'on a compris que chaque geste de l'homme, en changeant la règle du jeu, va conduire certaines espèces qui n'y sont pas adaptées parce qu'elles n'avaient jamais rencontré un pesticide, un geste mécanique comme le labour, un antioxydant dans un shampoing, il faut des endroits où il n'y a pas d'intervention pour que les espèces se développent spontanément. Et on estime souvent à 30% la surface du territoire qu'il faut affecter à des zones peu traitées ou non traitées. En particulier, vous comprenez tout l'intérêt de la jachère, c'est que là on arrête tout, et de nouveau peut se redévelopper tout ce qui veut se développer, y compris ce qui ne peut pas se développer sinon. Mais il ne faut pas raisonner que comme ça. Le vrai problème, c'est que quand on a affecté 30% à des réserves, c'est presque déjà le cas, sauf que la législation n'est pas exigeante pour les zones marines en France. Une fois qu'on a affecté ça, il y a le reste. Et dans le reste aussi, il faut avoir des gestes qui sont compatibles avec deux choses. Un maximum de diversité compte tenu de l'impératif de production, et deux, aussi, des espaces de type corridor qui permettent des propagations entre les zones de réserve et des échanges entre ces zones-là. Et ça, c'est ça qu'il faut penser. Et en fait, dans ces zones-là, pour moi, la solution, c'est de se dire, au lieu d'avoir des gestes mécaniques ou des gestes chimiques, il faut faire une transition vers des gestes appuyés par le vivant. Alors, je ne vais pas vous reparler de votre microbiote, mais je vais vous parler de 3 solutions basées sur le vivant pour donner des exemples et notamment répondre à cette espèce de stupidité qu'on entend toujours. Ah oui, mais vous n'allez pas nourrir le monde. Alors, moi, j'observe juste une chose, c'est que nourrir le monde en détruisant les sols à long terme et en mettant des pesticides et aussi d'ailleurs du cadmium, qui est un métal lourd toxique qui arrive par le biais des engrais phosphatés dans vos assiettes et qui fait que 50% d'entre vous sont en surdosage de cadmium et qui explique entre autres choses le plus de % de cancer du pancréas par an. Si ça c'est nourrir l'humanité, c'est-à-dire donner des choses toxiques d'une façon qui fait que demain éventuellement les sols ne seront plus là pour le lui donner, moi je signe pas. En revanche, alors, oui, parce qu'on nous dit oui, mais comment faire sans les pesticides? Alors, on sait faire des choses sans les pesticides. Et c'est basé sur la diversité génétique, justement, sur une forme de biodiversité. On peut, par exemple, avoir des céréales de différentes variétés qui n'ont pas la même résistance aux pathogènes. Et donc, quand un champignon, par exemple, se développe sur une céréale, il réussit à se développer dessus parce qu'elle est sensible, mais la voisine n'a pas les mêmes sensibilités. Il ne va pas forcément arriver sur la voisine. S'il y arrive quand même, sur la troisième, ça va être l'échec. Et en fait, il va se propager, mais lentement, et il n'aura pas fini de boulotter le champ au moment de la récolte. Voilà. Ça peut même s'empiler dans une variété, et l'INRA, dans le cas de la vigne, qui consomme énormément de pesticides, puisque 80% des intrants de la viticulture, c'est des fongicides. Le mildiou, le Oïdium, c'est une catastrophe. On peut faire
des cépages résistants qui ont dans leurs ancêtres des cépages américains résistants à l'oïdium ou au mildiou et qui empilent plusieurs gènes de résistance. Alors ça, c'est très dur pour un champignon quand son partenaire a plusieurs gènes de résistance parce que celui qui arrive à attaquer quand même, c'est celui qui a par hasard, mettons qu'il y ait 5 résistances différentes, 5 mutations qui chacune permettent de contourner la résistance, une des résistances. Mais avoir 5 mutations, la probabilité d'une mutation étant... C'est une chance sur 1 million par génération. Si vous faut 5 mutations, c'est une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Bah ça ne se produit pas. Et donc, vous avez des résistances qui sont même évolutivement stables. On parle de résistance durable. Ces cépages s'appellent les résidures. Ils sont assez incontournables dans leur résistance. Et quand vous les cultivez, eh bien, vous faites 7 fois moins de traitements. Vous faites 7 fois moins de traitements. C'est moins cher. C'est moins cher en carburant. Vous ne passez pas dans la parcelle, vous n'écrasez pas le sol, donc vous n'avez pas besoin de labourer pour refaire des trous. Et en plus, il n'y a pas de résidus de pesticides à la fin. Voilà, ça existe. Alors maintenant, si vous voulez de la diversité d'espèces, vous n'avez qu'à mettre des haies. Les haies, on sait très bien que quand il y a des haies, vous réduisez la pression des bioagresseurs de 80%. Pourquoi ? Parce que c'est des obstacles. Quand vous mangez du blé et que vous arrivez sur une haie faite de tout un tas d'espèces arborescentes et arbustives, il faut sauter par-dessus. Et la probabilité de sauter par-dessus n'est pas si forte. Si en plus on mosaïque bien le paysage, de sorte que si on saute dans le champ d'à côté, on n'a pas la même... Ah oui, tiens, il faudrait peut-être qu'on s'organise collectivement pour ça. On n'a pas la même espèce. Si vous avez une mosaïque paysagère avec des haies, c'est le foutoir pour les pathogènes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas de pesticides. Ça veut dire que, 1, il n'en faudra pas tout le temps, et 2, comme on ne les utilise pas tout le temps, il y aura peu de résistance, on pourra les utiliser à faible dose. Moi, je ne pense pas qu'on sortira des pesticides. Je pense qu'on sortira du recours permanent aux pesticides en utilisant la diversité biologique. Et vous l'avez senti, une diversité biologique qui est génétique, et une diversité génétique qui est aussi une diversité d'espèces, puisque dans les haies, on peut mettre plein de choses. C'est le moment de parler des haies. Alors, je ne sais pas si vous voulez pleurer. Alors, si vous voulez pleurer, vos impôts servent à replanter 3000 km de haies par an pendant qu'on en enrage 20 000. Si vous voulez sourire, 1 km de haies, c'est 100 tonnes de carbone fixées. Et puis, alors, il faut l'entretenir, ok, mais ça fait du bois qu'on peut fragmenter. D'accord ? Et ensuite, on peut s'en servir comme paillage pour éviter que les mauvaises herbes poussent sur des petites surfaces, ou simplement le rebalancer dans le sol pour faire de la matière organique dans le sol et donc stocker du carbone encore plus. Enfin, bon, bref. Une haie, ça, c'est multifonctionnel et c'est vrai qu'on les a arrachés à un moment où on avait des fonctions alternatives. Des pesticides, par exemple. Donc on ne s'est pas aperçu de ça. Alors, je ne voudrais pas faire des listes de ça, mais je voudrais maintenant, et pour terminer, insister sur cette histoire de nourrir ou pas l'humanité. Quand vous entendez quelqu'un vous parler de nourrir l'humanité, ce discours pue. Il ne pue pas forcément les lobbies, il pue l'ignorance. Et c'est l'odeur qui me répugne le plus, parce que l'ignorance, c'est en fait le manque de curiosité. Il y a une littérature qui montre que quand vous mélangez des céréales et des légumineuses, bien sûr elles sont un peu en compétition, mais elles n'exploitent pas vraiment les mêmes ressources. Donc au total, elles exploitent plus de ressources. 1 hectare de céréales légumineuses en mélange, si vous regardez combien de surface il vous faut pour faire autant de céréales en les cultivant toutes seules et autant de légumineuses en les cultivant toutes seules, eh bien il vous faut 1,4 hectare. Quand vous les séparez, si vous les mettez ensemble, vous produisez sur 1 hectare ce que vous produiriez sur 1,4 hectare en les séparant. C'est pareil pour l'agroforesterie, c'est le même chiffre moyen, c'est le chiffre moyen ça. Vous mettez les arbres à pousser au-dessus de céréales, ils ont des feuilles pas au même moment, les céréales ont des feuilles avant les arbres ils ont des feuilles après qu'on ait récolté les céréales. Vous trouvez que si vous faites une forêt pure ou une céréaliculture pure et que vous regardez quelle surface il vous faut, c'est 0,8 de céréales et 0,6 de forêt, bam, 1,4. On peut même, dans certains modèles actuels, là je tiens ça de Christian Huygens qui m'a filé une superbe revue, donc un directeur de recherche de l'INRAE qui est chef de département, donc c'est pas voilà, c'est un technicien de la recherche, c'est quelqu'un qui nous enseigne que si, au lieu de laisser le sol nu en hiver, on sème des choses que l'on vise de récolter, ce qui est possible dans certaines régions à climat doux, c'est pas possible au sommet des Vosges, peut-être pas, mais c'est possible en Bretagne, par exemple, on peut carrément avoir... Ah oui, alors je vous donne le petit nom technique de ce chiffre 1,4 hectare quand on sépare. Ça s'appelle le Land Equivalent Ratio.
Bon, on dit que le land equivalent ratio, quand on mélange des céréales et des légumineuses, c'est 1,4. Ben, si vous faites ça avec des cultures intermédiaires, vous pouvez monter à 1,8. 1,8 avec les cultures d'hiver. Qui ne sont pas très très rentables, hein, mais qui vous font quand même un petit complément. Alors, c'est faux qu'on ne nourrira pas l'humanité. La question, c'est de faire les bons mélanges d'espèces, c'est d'avoir les bons gestes aux bons endroits. Et en fait, c'est de se dire une chose vraiment importante qui va juste précéder ma conclusion finale, c'est que le vivant est aussi une solution. Dans tout ce que je viens de dire, j'ai remis de la biodiversité, j'ai recomplexifié. Le vivant est une solution. Nous ne sommes pas culturellement préparés à voir le vivant comme une solution. Nous croyons aux solutions technologiques, nous croyons aux solutions chimiques, et nous ne donnons pas, même au niveau énergétique, nous ne donnons pas au vivant toute la puissance qu'il peut dégager. Et comme nous ne l'avons jamais exploré comme solution, dans cette direction-là, il y a plus à trouver que dans le perfectionnement des types d'outils que nous avons déjà. Le dernier point que je voudrais dire, c'est, parce que c'était dans mon cahier des charges, comment réagit le monde agricole. Alors moi, en pleine période d'émeute agricole et ayant publié une revue, un texte pour dire qu'on ne fait pas l'environnement sans ceux qui gèrent 55% de la surface du territoire français. C'est pas possible. Et inversement, les solutions que je dis sont des solutions avec moins de pesticides, c'est très bon pour leur santé, c'est très bon pour leur porte-monnaie, donc eux aussi ont besoin de ça, c'est ça que je disais. Et ben moi j'ai fait mes formations sans aucun problème. À table on a discuté, alors on va faire que oui, alors là toi, tu dis ça, mais franchement la haie, est-ce que tu as pensé que ici les haies, bon, ok. Mais ça s'est bien passé, et quand j'ai avancé la discussion encore, mais alors mais vous n'êtes pas la FNSEA, ben si, comme les voisins. Parce que ce serait mal vu de ne pas être à la FNSEA. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des revendications qui sont portées, qui ne sont pas nécessairement le reflet de ce que veut la base. Après, la base, elle est souvent désespérée, et elle ne voit pas de solution, et elle a raison d'être désespérée, et elle a raison de ne pas avoir de solution, parce que, et c'est le deuxième point que je voudrais dire, mon problème à moi, ce n'est pas les agriculteurs, ils savent qu'il faut changer, ils ont changé, ils ont vu changer leurs pratiques par rapport à celles de leurs parents ou de leurs arrière-grands-parents. Donc, c'est pas tellement ça pour moi le problème. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire, les agriculteurs sont très souvent une solution. Après tout, l'agriculture non labourée, l'agriculture dite de conservation, qui se développe sur 4% de notre territoire, elle est née chez des exploitants. L'agriculture bio est très souvent née aussi chez des exploitants. C'est des solutions qui sont à la base empiriques. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont empiriques et avec des excroissances un peu poétiques mais bizarres. Bon, la biodynamie, par exemple, on a beau faire des comparaisons de parcelles biodynamie dans mon équipe sur de la vigne ou sur des céréales, ce qui est bien, c'est que c'est bio. Bon, il y a quand même plus de passages en biodynamie parce qu'il y a quelques poudres à perlimpinpin à rajouter. Donc, on voit bien que l'empirisme a produit des solutions. Donc, ça montre que les agriculteurs sont générateurs de solutions. Après, c'est vrai que des solutions pas encadrées, des fois, il y a des trucs en plus de la partie qui est vraiment solutionnante. Et ça, c'est un peu la biodynamie. Mais moi, je n'ai pas de problème avec l'agriculture. Mon problème, c'est que quand brutalement la conjoncture change, eh ben, le bio perd 4 à 6% de part de marché par an. Et c'est là que je me dis, les agriculteurs, ils ont bien raison de ne pas vouloir bouger. Ils ne sont pas assurés. Assurés au sens où on assure quelqu'un, par exemple, sur un mur d'escalade. Ils ne sont pas assurés. Il n'y a personne derrière. Donc ils ont raison de ne pas vouloir changer. Alors en fait, c'est dramatique. Parce qu'il n'y a personne, mais quand même il y a quelqu'un. La PAC coûte 120 € par personne et par an. Donc ça fait 8 milliards 200 millions pour la simple France. Vous y êtes? Mais en fait, tout le monde s'en fout de savoir où ça va. Et donc ça ne va pas nécessairement. Oui, mais en moyenne, on ne réalise pas qu'on paye ça. Et du coup, on ne réalise pas que c'est un formidable outil pour piloter, sans compter les économies qu'on peut faire sur des problèmes de santé ou des coûts d'intrants et qui peuvent servir à refinancer le dispositif. Alors, moi, je n'ai pas fait la théorie de ça parce que ce n'est pas mon métier. Mais ce que j'observe, et je voudrais vraiment conclure là-dessus, c'est que le mou de l'histoire, c'est le citoyen qui, même quand il paye, n'a pas pris conscience qu'il a un rôle, pas seulement comme consommateur, mais aussi comme contribuable, pour faire évoluer les choses. Et donc, j'en reviens à ce qui a toujours été mon inquiétude et qui fait que je préside aussi une fédération qui s'appelle la Fédération Biogé, qui se bat pour l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement, c'est qu'en fait,
ces idées que je vous propose, ces idées que vous incarnez, elles ne trouvent pas forcément l'audience qu'elles devraient trouver à la hauteur de ce qu'elles sont des solutions, parce que les oreilles en face ne sont pas faites pour les entendre. Et sans penser à un bourrage de mou dès la maternelle, il va falloir vraiment qu'on passe, et c'était une autre tribune du Monde, celle-là, je crois, en novembre dernier, qu'on passe de cette conception ridicule que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter, à la conception que ce qui est fondamental, c'est de comprendre ce que c'est que de vivre, d'avoir des liens au vivant et d'en faire des outils, mais aussi de ne pas faire ce qui abîme, de se saisir de ce lien au vivant. Et vous allez voir que très très vite, vous allez comprendre que pour le faire, il faut lire, écrire et compter. Donc le problème n'est pas là. C'est que vous saurez au moins pourquoi vous le faites, et c'est peut-être ce que nos enfants ne savent pas. Mais en tout cas, il est urgent aussi d'avoir une vision éducative pour faire des générations qui, étant formées différemment, étant formées différentes, ne seront pas condamnées à reproduire les erreurs qui les ont précédées. Et en fait, je ne pense pas que les agriculteurs soient un problème. Je pense que c'est nous, citoyens, collectivement, qui ne sommes pas à la hauteur de l'agriculture. Hop là, j'ai un problème de micro. Hop là, on va prendre quelques questions. Vous pouvez rester sur scène. Ah si, on l'entend légèrement. Alors je vais vous redonner ce micro-là. On va y arriver. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des objections. Alors vous pouvez par exemple demander à Marc-André Selos combien de fois dans la semaine il faut se laver, par exemple. J'aurais retenu ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une main se lever. Hop là. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on entend? Pardon. Merci beaucoup, ça a été passionnant. Et puis en plus, je pense que ça ouvre des perspectives pour réfléchir derrière. Souvent, quand vous avez parlé un peu des espaces protégés, on essaie de dire qu'il faut dépasser la dualité homme-nature. Et dans ce cas-là, donc, de remettre du vivant dans les champs. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est de dire si l'homme est compatible avec la nature, en fait, on n'a peut-être pas besoin de conserver strictement des espaces protégés. On peut les conserver pour les paysages, mais sans protection stricte ou réensauvagement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ça ne marche pas parce que partout où on a besoin de produire, il y a quand même des choses que l'on va faire qui ne s'y produisaient pas avant. Après tout, on ne transforme pas un hectare en quelque chose qui produit de la nourriture, alors qu'avant, il y avait tout. Enfin, c'était aussi de la nourriture, mais c'est de la nourriture pour plein d'autres espèces et pas que pour nous. Donc, quelque part, c'est inévitable que là où on produit, là où on agit, on ait des espèces qui disparaissent. On ne peut pas être complètement compatible. Simplement, on peut agir d'une façon qui utilise la biodiversité et qui donc, non seulement, du coup, en entretient une grande fraction, mais en plus c'est moins agressif pour les passagers qui font rien de particulier, qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent quand même rester là. Mais il faudra quand même des espaces avec des dynamiques spontanées, si vraiment on veut garder toutes les espèces. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout, puisque si on gère bien, effectivement, on aura toutes celles qu'il nous faut. Bon, vous tenez ce raisonnement en 1920, et vous ne gardez pas les streptomycès qui nous ont donné la streptomycine, les actinomycès qui nous ont donné l'actinomycine, les pénicilliums qui nous ont donné la pénicilline, les champignons qui nous ont donné les statines qui nous permettent de lutter contre les excès de cholestérol, les cholestérolémies élevés, les cyclosporines qui permettent de lutter contre les rejets de greffe, qui sont des molécules produites par des microbes pour souvent emmerder d'autres microbes, qui donnent nos antibiotiques ou des molécules actives. Et donc moi je ne sais pas ce que mes enfants auront besoin d'échantillonner dans la diversité parce qu'ils ne feront pas la même chose. Et donc c'est une sorte d'assurance survie de garder aussi la diversité spontanée. Et vous avez remarqué que mon discours reste fonctionnaliste, reste basé sur l'usage de la nature. Alors, des fois, des gens comme Virginie Maris me disent « mais quand même, moralement, t'es pas beau ». Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension morale, mais on voit très bien que ça ne marche pas comme argument. Et l'autre chose, c'est qu'en plus, comprendre que l'homme est naturel, c'est tout le cœur de mon livre. C'est pas pour le vendre que je dis ça, mais c'est ce propos-là. Comprendre qu'on est dans la nature, qu'on est dans ces dynamiques, qu'on est interdépendant, comprendre comment ça marche, où sont les outils, c'est fondamental. Mais justement, dans la nature, toutes les espèces vivantes utilisent la nature. Quand un oiseau fait son nid, il manipule des mousses, du crin, des brindilles, des choses comme ça pour faire un nid. Il utilise le monde. Et puis, tous les animaux font des déchets.
Les oiseaux, ils crottent partout. Les plantes émettent de l'oxygène. Alors vous trouvez que c'est génial parce que vous le respirez, mais c'est quand même du pipi gazeux. Ben, c'est de l'urine gazeuse. Hein. C'est un déchet émis, un déchet du métabolisme émis dans le milieu. Donc tout ça est normal. La question, c'est que par contre, il faut regarder et la dose et la nature de ces déchets. Enfin, il y a des choses qu'on peut réguler. Mais moi, ça ne me gêne pas d'envisager un monde comme le monde comme quelque chose, non, monde naturel comme quelque chose qu'on utilise, mais ça impose quand même justement des règles, et notamment celle de ne pas détruire une diversité dont on ne sait pas ce à quoi elle pourra servir. On peut prendre une dernière question. On va prendre les deux dernières questions. Très bien. Bonjour déjà, et puis merci pour la présentation, c'était super intéressant. Globalement, moi, ce qui ressort de ce que vous nous avez exposé, c'est que en fait, à beaucoup de problèmes, des solutions existent, comme vous avez dit à un moment, des solutions, mais pour lesquelles il faudrait envisager le vivant plutôt que la technologie comme part de la solution. Donc avec ça, je suis complètement d'accord. Après, il y a à différents moments, typiquement pour vous citer, vous avez dit l'ignorance et le manque de curiosité. Vous avez évoqué la baisse de part de marché du bio, et ensuite, à la toute fin, c'était un peu la conclusion, le fait que pour que en fait, tous les citoyens prennent un peu part à ça, ou enfin, en fait, qu'il y ait de l'écho pour ces solutions, il fallait intéresser les gens à ça et que ça pouvait passer par l'éducation. En fait, En tout moi, cas, s'ils comprennent, ça pourra marcher mieux. oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais du coup, en fait, c'est moi, typiquement, sur le moins 4% de bio par an, enfin, en termes de marché, moi, j'interprète comme si les gens ils ont moins de moyens pour acheter du bio, ils n'achèteront pas de bio. Et qu'il y a aussi, en fait, c'est dans le cadre dans lequel les gens vivent qui peut permettre ça. Et accessoirement, c'est que, comment dire, en fait, tout ce qui est écologie est un... Enfin bon, on est tous conscients ici, je pense que j'ai pas besoin d'éterniser dessus, mais en fait c'est un problème essentiel, mais c'est pas le problème de tout de suite. Et du coup, je pense... Après, j'aime... Attendez, et je finis pour ça. Et, non, parce que la suite est importante. En fait, je pense que pour que chacun y prenne part, faut envisager les problèmes de chacun, même si c'est des problèmes sur d'autres sujets. Et que, en tant que... Bon, après, je sais pas à quel point... Enfin, moi, c'est la première fois que je suis là, mais... D'un point de vue politique, je pense qu'un parti qui veut prendre en charge ces solutions doit également fournir des solutions concrètes aux problèmes entre guillemets qui sont ressentis comme prioritaires par chacun, pour que derrière, après, ces gens-là, sachant que leurs autres problèmes sont également pris en charge, se disent c'est donnant, moi aussi je vais m'intéresser à ce problème. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir par là. Quelle est la question, s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis obligé d'accélérer. Non, mais du coup, en fait, c'est juste savoir comment vous envisagez, en fait, intéresser les gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut également, du coup, intéresser les gens, c'est les préparer à payer plus s'ils ont les moyens de payer plus, ou alors les préparer, parce qu'il y a le problème d'égalité sociale, et on sait très bien que le bio, c'est déjà pas pour les moins riches. Hein. Et donc, l'autre chose, c'est de les préparer à collectivement qu'une partie des impôts, auxquels ils contribuent plus ou moins, servent à soutenir des filières. Par exemple, aujourd'hui, pour la conversion en agriculture non labourée, il y a 0 aide. Pour la conversion en bio, il y a entre 60 et 70 millions d'euros sur la table par an. C'est des sommes tout à fait ridicules. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'est pas conscient qu'il y a un problème là, il n'y a pas de pression sur le politique pour que des sommes plus importantes aillent là-dessus. Et du coup, on en revient à un système où c'est payé à la caisse, et du coup, c'est juste un truc pour les riches. Voilà. Et ça, et je suis d'accord que c'est là qu'on voit qu'il y a une intrication très forte du social et de l'environnemental. Mais il y a deux façons de payer, par le biais de subventions via ces impôts et à la caisse. Et c'est vrai qu'à la caisse, on voit très bien que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas dans la différence générale parce que personne n'a la vision systémique. Et je redonne ces chiffres de l'EFSA, qui, au moment où le paquet Rich est tombé à l'eau, où l'Europe a cessé d'envisager de prolonger l'étude de la revisite, la révision de la réglementation sur les produits chimiques, sous l'influence de Bayer et de BASF, ces pesticides rapportent à l'industrie, c'est tous ces produits chimiques, pas que pesticides, rapportent à l'industrie entre 1 et 3 milliards par an en Europe. Ils coûtent 10 à 30 milliards d'euros de coûts de santé. Et donc là, c'est là que l'échelle collective doit se redresser. Alors, dans la période de transition, non. Mais à terme, il y a de fabuleuses économies à faire. Pas dans la période transitoire, je vous accorde que hic, yaquette les pouces. C'est là que se cache le lièvre. Une toute dernière petite question
Ouais, j'ai. Merci. Incroyable, le micro est déjà là. Je pense que ce sera peut-être plus rapide. Et merci beaucoup, c'était très intéressant. Et c'est presque juste de la curiosité scientifique. Est-ce que, et si oui, dans quelle mesure l'élevage intensif et l'agriculture intensive ont un impact sur la diversité génétique au sein des espèces? Pour l'élevage intensif, en général, derrière, il y a de l'agriculture intensive. Les bestioles sont hors sol. Et ça, c'est une question très, très intéressante. C'est vrai que beaucoup d'intensifs sont pas très écologiques. On peut imaginer certaines formes d'intensifs qui sont jouables, mais en fait, si on tient compte du fait qu'on mange 4 à 5 fois trop de viande, et que ça, c'est maintenant un déclencheur de surmortalité par cancer du tube digestif ou par AVC, c'est toxique cette viande. On est une fois de plus en Europe à 100 kg par personne, enfin 80 à 100 kg par personne et par an, contre une recommandation OMS de 20-25. Donc si on en mange moins, on aura effectivement moins de maladies, mais en même temps, on aura moins besoin de l'intensif et on pourra se contenter de l'extensif qui, le plus souvent, exploite en pâture des zones qui, pour des raisons de pente ou des raisons de degré de fertilité, ne sont pas propres à l'agriculture. Aujourd'hui, 71% des surfaces agricoles d'Europe servent à nourrir le bétail. Et donc, si on relâche la pression là-dessus, voilà. Et donc, moi, je pense qu'une des perspectives, c'est d'avoir surtout de l'élevage extensif. Mais après, je ne sais pas répondre, et je sors d'un colloque à Tours d'aviculture, un gros colloque, où j'étais invité à parler de sol. Alors, je suis resté dessous, mais après, j'ai entendu un peu. Il y a des gens qui pensent des formes intensives avec, dans le coin du viseur, moins d'effets de serre, des systèmes locaux, donc moins de transport, donc de la résilience dans les bassins de production. Donc, je ne saurais pas, moi, dire s'il faut absolument éliminer l'intensif. Je pense en particulier que pour les bêtes qui peuvent bouffer des ordures, l'intensif, c'est une bonne idée, à condition de les nourrir d'ordures. Ce que je faisais, moi, à la ferme, quand j'étais petit, puisque j'allais vider les eaux de vaisselle et la poubelle biologique dans l'auge du cochon. Et il n'avait pas besoin d'être dehors pour ça.